Bonjour, je suis Chia, votre Happy Broker et aussi l'animatrice du Franc-Parler avec Chia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Jianping Zhou de Desjardins. Bonjour Jianping. Bonjour Chia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ça me fait vraiment plaisir que tu viennes me rejoindre aujourd'hui pour parler de ta passion. Et puis, justement, je suis très curieuse de connaître ton histoire parce que c'est rare qu'un Asiatique parle français. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à partir de la Chine jusqu'en France et maintenant au Canada? En effet, quand j'étais en Chine, puis quand j'ai fini mon diplôme, c'était ma femme qui a choisi la France. Ah. Puis je suis ma femme. C'est tout simplement comme ça. D'accord. Alors, tu dois être un homme heureux parce que tous les hommes heureux écoutent leur femme. Tout à fait. OK, parfait. Puis après ça, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Québec? Ben, en fait, quand j'étais en France, oui. Vous savez, c'était un peu difficile de rester, même si tu as eu un job, tu as eu un travail. Uh-huh. Puis, j'ai un ami, par hasard, quand je suis au travail, puis ils m'ont dit, OK, allez en Québec. Oui. Parce qu'au Québec, en fait, on a l'immigration tout de suite. OK. Puis, on parle français, il y a la culture aussi. D'accord. Pour ça, j'ai choisi de faire l'immigration au Québec. Ah, d'accord. Est-ce que c'est le programme de, comment on dit ça, travailleurs qualifiés? Oui. Oui, moi aussi, j'ai immigré au Québec avec le même programme. On a tous des talents. Ouais. Superbe. Donc, j'ai aussi, en fait, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais qui soupçonnent. Moi, j'ai vraiment, je suis convaincue que j'ai devant moi un génie en mathématiques. Lorsque j'ai lu ton profil LinkedIn, je suis convaincue que tu es très, très jeune. Tu as une douance pour tout ce qui est les chiffres, n'est-ce pas? C'est loin d'être un génie, en fait, premièrement. Mais j'ai beaucoup d'intérêt au niveau des chiffres et puis aussi des calculs comme ça. Uh-huh. Ça, c'est premièrement quand je fais mes études en finance. Oui. Puis même au début, quand je choisissais comme financière, finance comme ingénierie financière, oui. Je ne savais pas que c'était comme autrement, on peut l'appeler mathématiques appliquées. D'accord. Donc, je suis le chemin, je n'ai pas de choix, il faut que je prenne les cours pour les chiffres. C'est par là, oui. Ah, ouais. Mais c'est loin d'être un génie. Là. Mais comment ça se passe, ton cerveau? Est-ce que c'est comme les chiffres, ils se placent tout seuls? Est-ce que c'est comme, mettons, plus jeune, par exemple, dans le parcours scolaire, primaire, secondaire? Est-ce que les questions, les formules de calcul arrivent dans ta tête puis tu as la réponse immédiatement? Ça, je dirais, ça, c'est comme une cumul d'expériences pour des pratiques. Okay. Parce que c'est par hasard, quand j'étais troisième année primaire, alors il y a un jour, j'aime bien des lectures, puis j'ai trouvé un livre chez moi, puis dans le placard plus haut, puis plein de poussière. Okay. Alors, ça s'appelle « La conte par le grand-père Su Poqing ». Okay. Tu sais, Su Poqing est d'une personne comme un mathématicien chinois qui est très réputé. Oui. Alors, je regardais le livre, il n'y a même pas de page de couverture. Okay. Alors, je regardais le premier conte. Ouais. C'est intéressant. C'est comme un vieil homme qui amène 3 passagers pour traverser un pont à une planche. Okay. Donc, il y a un loup, un chèvre et un chou. Okay. Alors, il ne faut pas laisser le loup avec le chèvre tout seul. Okay. Il ne faut pas laisser non plus le chèvre avec le chou tout seul. Okay. Alors, mais toi, tu peux amener seulement 1 ou 2 passagers pour traverser le pont. Mm-hmm. OK, comment tu peux traverser sans danger? Sans juste en perdant un objet. Là. OK. Puis maintenant, parce que c'est plus simple pour nous. Oui. Mais à l'époque, en fait, je pense que j'ai pris beaucoup de temps. Puis là, je trouvais que c'est très intéressant. Donc, ça amène à la réflexion stratégique. Oui, après, puis ma mère m'a envoyé comme dans une classe parascolaire, là, les Jeux olympiques mathématiques. OK, oui. Puis j'ai eu peu de talent, par exemple, à l'époque. Super. Puis, mais à l'université, j'ai choisi, en fait, plutôt le cheminement littérature. Au lieu de sciences. OK. Donc, de l'université jusqu'à 2012, quand j'ai repris l'ingénierie financière, ça fait quand même 12 ans ou 13 ans que je ne fais jamais avec des mathématiques. Non? OK. Mais
dans la vie, en fait, toujours, j'ai le réflexe de réfléchir, les chiffres, tout ça. OK. Un peu plus sensible, super. Ouais. Donc, ça a été une facilité pour toi, une passion pour toi. Donc, autour des chiffres, ça crée aussi, j'imagine, de l'intérêt. En fait, c'est une fondation pour ton choix de carrière. Quand est-ce que tu as planifié à devenir un banquier? OK. Ça, en fait, présentement, je faisais comme un financement immobilier commercial. Oui. Alors, c'était par une occasion, en fait, que je fais une demande de financement pour ma maison. Ah, OK. Alors, ça, c'est en 2011, en fait, quand je viens d'arriver à Montréal. Okay. Je voulais acheter ma première maison. OK. Moi et ma femme, on est rentrés dans une banque à côté de chez nous. D'accord. RBC, je crois. Et puis, la réception, c'est quoi notre but? Puis, il amène un directeur de compte qui est sorti. Okay. Quand je le vois, en fait, beau veston, belle chemise, la cravate, il nous amène, en fait, dans son bureau bien ensoleillé. Il montre notre belle carte à faire. Okay. Oh, je dis impressionnant. Ah! Je ne rappelle même plus c'est quoi le contenu qu'on avait parlé. Okay. Je regarde, en fait, le posture, là, en fait. Ah bon? Et puis, finalement, on n'a pas eu l'hypothèque, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine. Puis, je dis, OK, ça, c'est mon rêve de carrière. Puis, je vais devenir un banquier. Ah, c'est bien. Puis, par ça, j'ai pris mon cours comme gestion financière. Après, ingénierie financière. Là, j'ai eu mon job, en fait, à la banque. C'était cool. Puis, j'ai eu mon cravate, j'ai eu mon belle chemise. Maintenant, tu deviens cette personne qui vous a accueilli. Parce que lors de votre arrivée. Ah, d'accord. Ah, tu vois. Ça, c'est le destin. Je pense que c'est l'éblouissement du soleil qui a créé cet effet-là. Bon, fantastique. Alors, ça fait combien de temps que tu joues le rôle du directeur du marché asiatique pour le financement commercial et immobilier chez Desjardins? Desjardins, ça fait bientôt 4 ans. Je commence en 2018, le début 2018. Super. Puis au début, moi, je suis rentré et je travaille avec mon collègue pour le marché asiatique. Ça, c'est aussi mon but de déplacer mon carrière d'une banque à l'autre institution financière. Très bien. J'étais à CIBC, puis je suis un analyste comme immo commercial, comme résidentiel aussi. Oui. Puis, mon rêve, c'est toujours servir, en fait, la communauté chinoise. Super. Ou comme asiatique, plutôt comme ça. OK. Alors, Desjardins m'a choisi, puis j'ai choisi Desjardins. Est-ce que vous couvrez, en fait, le marché asiatique à Montréal ou tout le Québec? En fait, on a le territoire à travers du Canada, normalement. Okay. Je pourrais servir le client, peu importe, à travers du Canada. Mais principalement, à cause que les prises de garantie, à cause de certaines documentations, on travaille plutôt à marché comme au Québec. OK, je vois. Dans la province du Québec. Des fois, on fait des deals comme à Toronto, par exemple, à Vancouver. On peut le faire aussi. Alors, depuis que tu as accepté ce nouveau défi-là chez Desjardins, est-ce que tu as vu une augmentation de clients asiatiques qui cherchent le financement commercial? Oui, effectivement. Ah oui, OK. Surtout depuis les 2 ou 3 dernières années, là, on avait des clients comme asiatiques. Oui. Sauf que il faudra avoir des ressources humaines ou comme des gens qui peuvent servir ces communautés. C'est pour ça, en fait, quand on a équipé comme une équipe asiatique, là, on est plus capable, en fait, de faire le service pour eux autres. Oui, parce que c'est important, la communication. Oui, il y a des gens, souvent, par exemple, il y a beaucoup de documentation, des effets légaux dans les transactions immobilières commerciales. Oui. Donc, si, par exemple, les clients ils ne sont pas sûrs s'ils comprennent comme la transaction ou les choses, ils hésitent. C'est pour ça, en fait, on n'a pas la facilité qui est là. Mais maintenant, on est de plus en plus équipés. OK, je vois. Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc, il y a beaucoup de... Donc, ça veut dire que dans ton quotidien, il y a, en plus de servir la clientèle, il y a aussi le leadership et comment tu fais la structuration de l'équipe pour que ça soit de plus en plus efficace. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Super. Parce que même la banque, je dis comme Desjardins aussi, il y a le support de supérieurs aussi. Oui. Donc, ils voient beaucoup de potentiel pour le marché asiatique. Oui, tout à fait. On a des investisseurs qualifiés. On a des gens qui sont comme financièrement très solides. Oui. Alors, c'est juste comme comment on exploite, comment on pourrait préparer le terrain pour servir le client. Oui. Oui. Puis nous, maintenant, c'est comme au lieu de fonctionner comme individuellement, alors ce sera mieux de fonctionner avec une équipe. Okay. Comme ça,
On a comme des gens qui travaillent pour les financements, on a des gens qui travaillent pour les opérations, aussi pour administrative, les documentations. Alors, c'est comme un service complet. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis intriguée par une histoire. En fait, j'ai un vieil ami très reconnu à l'international. Il m'a envoyé au début de cette semaine un article vraiment très fascinant. Un jeune Chinois, dans le début des vingtaines, il arrive à Vancouver avec 30 millions de dollars. Et puis il voulait tout de suite investir en immobilier. Je voudrais savoir, comme par exemple, est-ce que Desjardins, donc dans ton équipe, vous facilitez l'accompagnement? Est-ce que vous aidez les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore d'historique bancaire à investir dans les immeubles commerciaux? Okay. Est-ce que ça peut arriver ou c'est vraiment, il faut que quelqu'un, tu sais, comme tu te souviens que de ta propre histoire, il fallait que tu arrives et que tu montes tranquillement ton historique. Donc, pour quelqu'un qui est tout nouveau, est-ce que tout de suite, il peut comme sauter plusieurs étapes, là? Okay. C'est ça? Je dirais pas non, parce qu'on en a fait. Ah, d'accord. Sauf que, ça, c'est en fait plutôt, c'est comme par rapport à comment on qualifie l'emprunteur. Oui. Alors, premièrement, on a besoin que l'emprunteur soit expérimenté, qui ont l'expérience dans le domaine. OK. Mais bien sûr, l'expérience dépendamment dans quel genre de projet qu'il va investir. Oui. Ensuite, on a besoin de savoir si financièrement il est solide. D'accord. Troisièmement, on a besoin de savoir est-ce qu'il y a une historique avec nous? Est-ce qu'il y a une connexion avec nous? Oui. Alors, pour les nouvel arrivants, par exemple, alors pour le troisième, l'historique, normalement, non. Connexion, non. Mais pour le deuxième, par exemple, ça, c'est quelque chose de très clair. S'il amène des fonds chez nous, on a besoin de savoir deux choses. Est-ce que le fonds est comme le barre net, mais immobilier? Ou c'est des fonds liquides qu'il peut utiliser? Alors ça va comme nous donner comme une unité. OK, si jamais quelque chose qui arrive pour le projet, est-ce que l'emprunteur est capable de gérer lui-même pour les cash flows, pour le remboursement de dette? C'est le deuxième effet. Mais pour le premier, qu'on parle de l'expérience. Souvent, ils ont plus ou moins les gens qui sont financièrement solides. Ils ont plus ou moins d'expérience en Chine ou comme à l'étranger, par exemple, au niveau de l'immobilier commercial ou résidentiel. Pour les projets résidentiels, c'était relativement simple par rapport au commercial. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Vous êtes comme courtier, vous savez très bien. Alors, on regarde peut-être moins par rapport à cet effet-là. S'il est comme financièrement solide, liquide, alors on peut regarder c'est quoi le niveau de risque qu'on peut gérer. On peut y aller, mais peut-être comme le ratio prix-valeur, par exemple, on est un petit peu moins. C'est comme ça, en fait, on gère. Je vois. Je dirais pas non, mais c'est plutôt conservatisme, puis plus d'analyse là-dedans. D'accord. Donc, c'est une question d'évaluer les risques que Desjardins va prendre. C'est ça, en fait. Là, peut-être on va parler tantôt. C'est quoi la qualification de l'emprunteur aussi, là? On peut préciser un peu plus. Oui, absolument. En fait, justement, donc, parmi les clients que vous desservez actuellement, est-ce que tu as observé un changement dans les types d'immeubles que les Asiatiques achètent? Est-ce que depuis 3-4 ans, tu as vu un shift ou une transition, je dirais, comme par exemple de peut-être plus petite plex à un immeuble de plus de 100 unités? Est-ce que tu as vu ce shift-là? Je dirais oui, un petit peu. Parce que, bien sûr, aussi, dépendamment de mon expérience, parce qu'au début, je sers comme un groupe de clients, puis après, j'évolue aussi. Mais les clients, dans les 2 dernières années, par exemple, pendant la COVID, les immeubles résidentiels, les multiplex, même les houses, les townhouses, et aussi les bâtisses comme industrielles sont plus demandés. Parce que... J'essaie de quelque chose. Je reçois les appels sans arrêt pour ça, Puis surtout, en fait, tout le temps, le client il me revient. C'est comme, OK, Joe, désolé, j'ai perdu le bid, offer bid. C'est comme, en fait, j'ai perdu l'offre d'achat. Il y a quelqu'un d'autre qui a soumis comme un offre supérieure. Puis aussi, comme des fois, transaction cash, ça arrive.
Mais plutôt, c'est comme industriel et résidentiel. Oui. Donc, c'est les deux genres de propriétés. OK, je vois. En gros, en général, je disais. OK. Oui. OK, super. Parce qu'en fait, justement, je pense que lorsqu'on parle de l'industriel, évidemment, il y a l'acquisition du terrain, mais parfois, le terrain vient aussi avec un entrepôt. Et puis, ça, c'est vraiment le type de produit qui est très, très recherché actuellement. Oui, étant donné qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, je pense que en fait, tu me corriges si je me trompe, en tout cas, de par ma propre expérience, c'est que mes clients asiatiques, ce sont les entrepreneurs, puis il y en a beaucoup qui font de l'importation. D'où vient l'importance de trouver un entrepôt qui va être suffisamment grand pour supporter leurs opérations. N'est-ce pas? Les marchandises arrivent de l'Asie ou d'ailleurs jusqu'ici, puis il faut qu'ils entreposent tout près du centre de distribution. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, les clients qui font beaucoup l'importation et l'exportation, ils ont besoin des entreposages. Et par contre, aussi, pas seulement les importateurs ou exportateurs. Oui. Il y a aussi les gens qui font les manufacturiers. Oui. Il y a aussi comme le data center, comme les nouveaux, nouvelles industries qui plus hot, on dit. Et aussi, par exemple, comme des gens qui font des recyclages, des choses reliées à l'environnemental. Oui, c'est ça. Alors, ils ont beaucoup de besoins pour ce genre de entrepôt. Oui, et absolument. Et aussi les agroalimentaires, comme les supermarchés, par exemple. Oui. Ils ont besoin d'avoir comme des facilités pour leur évolution, par exemple, pour augmenter. Oui. Mais par contre, à spécifier, c'est que dans le type d'industriel, admettons, on parle d'entrepôt. Oui. Les entrepôts comme de buage, comme des anciens motels qui ont un clear selling high comme plus bas, par exemple, ou comme avec des facilités désuées, avec des bâtisses plus vieilles. Voilà. C'est pas les choses qu'on recherche. Non. C'est plutôt comme les nouvelles normes, admettons, avec comme hauteur libre plus élevée. Oui. Je vois même, en fait, des hauteurs libres de 100 pieds. Oui. Tu vois, c'est énorme. Wow. Oui, parce qu'avec l'évolution des technologies, AI, c'est possible d'avoir comme l'utilisation de l'espace plus efficace. Oui, absolument. Et c'est ça qu'on doit faire attention aussi. Oui, je comprends tout à fait parce que je vis ça à chaque jour. Hier, justement, j'ai visité un 32 000 pieds carrés de warehouse et puis là, le vendeur, il a dit, je veux combien pour ma bâtisse? Et j'ai dit... Honnêtement, c'est pas si facile de vendre parce que justement, le plafond est pas assez élevé. Okay. Tous les acheteurs, ils cherchent minimalement 18 pieds, 24 pieds ou 100 pieds, comme ce que tu viens de dire. Alors, les plafonds, tu sais, les bâtisses un peu plus tâtées et qui sont pas assez élevés, ça serait un défi pour demander les permis ou de démolition, de reconstruire, il faut redévelopper. C'est ça. C'est tous des éléments là-dedans pour considérer une valeur. Puis là, lorsque quelqu'un qui dit, en fait, quand même, il n'y a rien à vendre sur le marché, on doit quand même acheter le terrain qui a déjà le zonage industriel et puis peut-être d'investir pour la démolition, pour le redéveloppement. Mais à ce moment-là, c'est là que vous autres, vous faites la différence. Est-ce que c'est un projet viable? Tu sais, parce que le coût d'acquisition de terrain est déjà assez élevé. Puis après ça, il faut aussi considérer la construction. Wow. Oui, c'est beaucoup de choses, en fait, il faut considérer en croisée, en fait. Ouais. Alors, ma prochaine question, ça mène à ma prochaine question de savoir, donc, dès qu'un client qui arrive vers toi dit « Jianping, j'ai besoin justement de savoir si ce projet est finançable », à partir de ce premier contact, cette première information, jusqu'à temps que lui il réussisse à créer un nouveau entrepôt, on parle d'un processus de combien de temps? Est-ce que vous parlez, en fait, de chercher une bâtisse existante ou comme faire une nouvelle construction? C'est ça. Si jamais il y a déjà un entrepôt existant, mais là, lui va acheter l'immeuble, donc le terrain, immeuble, les deux. Puis après ça, il passe à travers... donc là, ça veut dire Desjardins monte différents produits financiers pour l'aider à passer à travers, premièrement, acquisition de terrain, puis ensuite de ça, le prêt de construction.
OK. Si on parle, en fait, après de construction, admettons, alors, il y a les procédures régulières, on disait, pour évaluer, en fait, c'est quoi la qualité de l'emprunteur, c'est quoi la qualité de projet. Donc, on a notre évaluation là-dedans. Là-dedans, en fait, il y a beaucoup de processus, en fait, qui est variable. Par exemple, est-ce que le terrain, il y a des contaminations là-dedans? Il y a des problèmes environnementaux? Est-ce que la bâtisse lui-même, physiquement, il y a des choses qui arrivent? Par exemple, comme des craqués, comme la structure a un peu de danger. Et le design intérieur, est-ce que ça suit pour les besoins du client? Ça, on doit regarder ça. Et ça, c'est la partie que le client devrait, en fait, régler en avant. Donc, mais nous, au niveau de l'application de financement, normalement, on disait comme 2 à 3 mois, comme dans cette circonstance-là. OK, je vois. Et ensuite, si c'est une nouvelle construction, ça peut être plus long aussi. Ça dépend, en fait, de l'échéancier du client. Est-ce qu'il va commencer à construire plus tard ou il va construire plutôt comme maintenant? Mais pour nous, c'est comme on a besoin de plans, on a besoin de budgets pour évaluer c'est quoi le coût de construction ou d'achat et c'est quoi la valeur potentielle de cette bâtisse-là. Et c'est quoi la performance du client. Là, on va regarder comment on fait le financement. Est-ce que présentement, comme dans le secteur des financements résidentiels, vous vivez le même défi du manque d'évaluateurs pour les immeubles commerciaux? Oui, je disais oui. Oh my God! Souvent, je disais aux clients, en fait, de voir la télé, c'est pas à cause que nous. C'est parce que les rapports ne sont pas prêts. Donc, on doit attendre ça aussi. Alors, les évaluateurs, on vous attend. On a besoin de vous. Super. Alors, après, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vois le global, parce qu'on sait que probablement les taux d'intérêt ils ont déjà commencé à augmenter. Puis, ça va vraiment être visible, soit disons vers avril l'année prochaine, 2022. Quel impact, selon toi, que ça va amener ton travail et puis les projets d'acquisition de tes clients? En fait, financement immobilier, c'est plutôt une question d'effet levier pour les clients. Alors, le client, l'effet levier qui va impacter aussi leur rendement. Quand le taux d'intérêt qui augmente, alors déjà, leur rendement, ça va être réduit parce que le coût est plus élevé. En effet. Deuxièmement, pour la banque, quand le taux d'intérêt augmente, je dis comme de façon générale, alors nous, on va serrer aussi notre test, comme test de pression, on dit, c'est normalisation. On va augmenter aussi le taux de test. D'accord. À ce moment-là, c'est sûr qu'avec le même montant de revenus, et puis on va baisser le montant de prêt. Là, ça veut dire que pour le client, ils vont donner plus de mise de fonds. Oui, absolument. Alors, le capital est plus élevé, le taux d'intérêt est plus élevé, donc dans le rendement visé, admettons s'ils ont comme un rendement interne comme estimé de 8 à 10%, là maintenant, ça peut être peut-être 7-6%. En effet. Donc, ça va baisser leur rendement d'investissement. Donc, quand ils vont commencer un projet, ils vont prendre considération à ça aussi. Donc ça va amener, dans le fond, les investisseurs plus réfléchis. C'est ça. Ils vont réfléchir plus. Et nous, la banque aussi, on va s'asseoir comme plus sérieux aussi. Parce que le coût d'intérêt, pour nous aussi, ça augmente. Oui, absolument. Alors, dans ce contexte-là, comment est-ce que Desjardins va se différencier des autres? Quelles sont les forces marquantes? Je dirais, en fait, chaque institution financière, en fait, même moi, je travaille dans plusieurs institutions. C'est pas comme avantage ou inconvénient comme permanent. Donc, chacun son tour. Des fois, on a quelques avantages dans ce produit-là ou ce service-là. Des fois, non. Alors, je dirais plutôt comme chaque institution a son caractéristique ou a son comme... moi, je disais, par exemple, pour Desjardins, c'est une entreprise, en fait, où on sait, c'était grandi localement au Québec depuis 120 ans. Alors, il a plus de couverture de services à travers du Québec et puis aussi bien établi à Ontario. Alors, comme la dernière fois, quand je fais le voyage avec mes amis, puis en Gaspésie, je vois comme un caisse Desjardins là, puis je prends une photo. Je dis, OK, je suis présent. Après, je trouvais
Dans chaque ville, petit village, quand je traverse, mon ami m'a dit, Joe, il y a une autre caisse, prends une photo. Je dis OK. Puis après, j'ai trouvé, chaque village, on a la caisse des jardins. Ça, c'est notre avantage, je pourrais dire. Ensuite, grâce à la structure de tes jardins, c'est plus flexible. Parce qu'on n'est pas comme, par exemple, il y a un head office, puis après, en bas, tout le monde devrait suivre les règles et puis vers le haut. Nous, c'est la décision finale, ça va être pris dans les caisses. Parce que chacun, ils ont des caisses comme des boards. Ils vont prendre la décision au niveau des finances. Ensuite, on a des règles, on a des pratiques, on a aussi des services auxiliaires qui est fourni par le head office. C'est pour nous aider, pour nous supporter. Donc, une gestion plus horizontale. Puis ensuite de ça, les décisions se prennent localement. Oui, plus rapide et plus flexible aussi. Très bien. Ça, je pourrais dire, oui. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé tous ces points aujourd'hui. Merci, Chia, pour me donner une chance de parler de ça. Ça m'a fait plaisir. Alors, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.